Martine Biron, Christian Dufour et Émilie Nicolas, chroniqueuse au Devoir que vous connaissez, qu'on verra, si vous êtes d'accord, Mme Nicolas, beaucoup plus souvent. Bonsoir. 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 Là, je vais vous faire rire parce que je ne peux pas ne pas vous parler quand même de l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. C'est un poste mythique au Canada, au Québec, évidemment, un siège éjectable souvent. C'est une passion pour beaucoup de gens. Ça a tellement bien débuté cette saison-là. Christian Dufour, avez-vous suivi ça? Est-ce que c'est le genre de nouvelles quand même que vous... Oh, ça capte votre attention, vous suivez ça? J'avais prévu votre question, heureusement, Patrice, parce que moi, je n'y connais rien, mais j'ai demandé à mon frère. Bon. Et mon frère me dit de vous dire que la différence entre le hockey et la politique, puis entre autres les systèmes de santé, c'est qu'il y a de l'imputabilité. Si tu livres pas la marchandise, t'es out. Donc, c'est ça que je veux vous dire de la part de mon frère, parce qu'aujourd'hui, j'ai écrit un article justement sur l'imputabilité qui manque dans le domaine de la santé. Le hockey, c'est pas pareil. J'ai lu ça avec intérêt. Bien, vous nous en aviez beaucoup parlé ici avant. Aussi, Martine, vous suivez ça de Québec? Oui, mais moi aussi, je vais faire un parallèle avec la politique parce qu'on en fait tellement souvent. On utilise les termes de hockey quand on parle de politique. Mais 6 défaites en 8 matchs, si on avait eu 6 mauvaises décisions sur 8 en politique, ce serait la catastrophe. Alors, je peux comprendre qu'il y avait besoin d'un remaniement quand même assez cocasse, que ça tombe le même jour que celui de François Legault. Et celui de François Legault, bien, passe deuxième. Oui, et M. Legault, d'ailleurs, qui suit beaucoup le hockey, qui a commenté aujourd'hui en disant, bon, mais l'équipe était désorganisée. Et Marc Bergevin a dit Claude Julien n'arrivait plus à se faire comprendre. C'est pas qu'il avait perdu la confiance de ses joueurs, mais c'est comme s'il parlait, puis les jeunes joueurs, notamment, n'entendaient plus. Émilie Nicolas, vous avez réagi comment quand vous avez su ça ce matin? Moi, je suis une femme complètement déconnectée du Canadien de Montréal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie de faire attention à commenter des choses... disons, qui sont dans mon, dans mon territoire. Vous n'êtes pas gaffé, là. Et moi, je suis une fille de Québec. J'attends le retour des Nordiques, donc je ne vais pas me mêler du Canadien de Montréal. C'est sage, Émilie. Alors, un ministre, nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme, nous le recevions tout à l'heure, Benoît Charette. Je vous fais entendre un extrait de M. Charette, M. Legault et réaction de Mme Anglade, et on revient. J'ai l'impression que si j'avais nommé quelqu'un qui est membre des minorités, il aurait dit, bon, c'est bien, ils l'ont nommé parce qu'il est membre d'une minorité. Pourtant, c'est tous les Québécois qui doivent lutter contre le racisme. Là, on a eu beaucoup de beaux discours au Québec, des beaux débats sémantiques, mais le plus important, là, c'est les résultats. C'est de faire reculer le racisme au Québec par des actions. Puis je pense que Benoît est la meilleure personne pour faire ça. À la base, je vous dirais que c'est un mandat de lutte au racisme. Donc, la couleur de la peau d'un individu, pour aucune raison, ne doit être le critère d'exclure cette personne-là. Je pense que c'est à la base même du principe de lutte au racisme. Je suis impliqué dans ces dossiers-là depuis plusieurs années. On parlait tout à l'heure d'expériences plus personnelles à travers ma propre famille. En aucun cas, peu importe la raison, à mon sens, la couleur de peau ne doit pas être un argument pour disqualifier quelqu'un. Peu importe la personne qui est choisie par le gouvernement, il faut d'abord reconnaître, nommer les choses, reconnaître le problème. Alors, on va voir quel genre d'énergie est-ce qu'il va déployer à travers ça, mais on l'entend encore dire « Ah oui, c'est vrai que moi, j'ai été victime, mais finalement, c'est pas vraiment du racisme systémique. » Alors, comment il va se dépatouiller dans ce contexte-là? Je le sais pas. Donc, Mme Anglade qui souligne l'histoire du racisme systémique, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y aura les coups des franches? Martine, je commence avec vous. J'ai demandé au ministre tout à l'heure, est-ce que Lionel Carman et Nadine Giraud n'auraient pas été mieux placés parce qu'ils ont été à la tête d'un groupe de travail sur la question pendant plusieurs semaines à Québec? C'est vrai que c'est surprenant que ce ne soit pas un membre du comité. Il y avait quand même 7 députés membres de ce comité-là. Et je présume que quand le premier ministre vous appelle pour vous offrir de vous occuper d'un dossier, vous ne dites pas non, non, non. Alors, je pense que M. Legault cherchait une main sûre, cherchait un ministre capable de mener ce dossier-là
calmement. Monsieur Legault n'est pas tellement à l'aise avec un dossier comme celui du racisme. Il est plus fort en chiffres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère dans son geste et qu'il ne veut pas de résultats. Mais il voulait quelqu'un d'assez solide pour être capable de manœuvrer dans ce labyrinthe. Pas facile avec doigté sur cette question-là. Monsieur Charette, c'est quand même un député d'expérience, un parlementaire d'expérience qui a quand même connu, qui a une expérience du dossier des communautés culturelles. C'est quelqu'un de très courtois, d'aimable et de calme. Et c'est probablement pour cette raison que M. Legault l'a choisi spécifiquement dans ce dossier-là. Et pragmatique, on le dit, très pragmatique. Pour ceux qui se posent la question, qui n'étaient pas avec nous au début, ils disent de quoi il parle, là, sa famille. C'est que sa femme est d'origine haïtienne. Eux ont eu à faire l'objet de discrimination pour un logement il y a plusieurs années. Il était allé se battre, ils ont gagné. Il dit que ses enfants aussi ont fait l'objet d'actes de racisme, etc. Bref, c'est ça l'expérience familiale. Je referme la parenthèse. Émilie, Nicolas, vous avez réagi comment? Moi, j'ai trouvé ça intéressant, juste, en fait, le clip de M. Legault que vous venez de passer sur le fait que, bon, la couleur de peau, etc., c'est beaucoup ça le message qui a été martelé. Puis moi, l'exemple qui m'est tout de suite venu en tête, c'est celui du secrétariat de la condition féminine ou au fédéral, le ministère qui est là, qui change de nom à chaque année depuis, là. Donc, bien sûr, à chaque année, c'est un ministère, c'est un poste qui est donné à une femme. Mais c'est aussi un poste où on verrait, si jamais il y avait un homme qui était nommé, on verrait pas cet homme-là dire, ben moi j'ai une mère, moi j'ai une femme, moi j'ai des enfants, j'ai une fille. Donc c'est pour ça que je suis sensible à la condition féminine. C'est pas nécessairement une critique du tout du ministre. D'ailleurs, dans son discours officiel d'ouverture, c'est pas lui qui a amené ça, c'est les journalistes qui l'ont amené sur ces questions-là, à amener sa famille quasiment comme une preuve de compétence ou de sensibilité. Mais c'est intéressant. Alors, on ferait jamais ça, en fait, sur le dossier des femmes. Mais sur ce dossier-là, on le fait. Puis moi, c'est ce double standard-là, en fait, qui me fait poser des questions. Je trouve ça curieux, en fait, qu'on le fasse sur l'un et qu'on le ferait jamais sur l'autre. Oui, Christian? Bien, je pense qu'aux États-Unis ou au Canada anglais, ce serait inimaginable qu'on nomme pas une personne de couleur pour ce genre de poste-là. Donc, la différence identitaire québécoise est très marquée. Je pense que M. Legault le dit très clairement. Le ministre le dit aussi. C'est la compétence qui doit primer. Bon, c'est la question qu'on doit se poser. Jusqu'à quel point est-il compétent pour faire le travail? Bon, sa nomination a été, faut-il le dire, assez bien accueillie, tout compte fait, y compris de certains regroupements de Noirs québécois. Bon, c'est quelqu'un qui a la réputation, en fait, de livrer la marchandise, d'être assez efficace. Il n'est pas très bon dans la communication, je trouve. Bon, le fait que ça lui a été reproché, mais le fait que sa conjointe soit haïtienne, puis surtout qu'il y a des enfants métis, là, qui ont fait l'objet de discrimination, qui a porté une plainte devant la Commission des droits de la personne, qui a jugé en sa faveur, puis rappelons que la personne qui discriminait, c'était même pas un blanc. Je trouve que ça montre qu'il y a une sensibilité évidente pour le dossier. Et je trouve que l'analogie avec les femmes dont parle Mme Nicolas, moi, je trouve que c'est un gros sophisme, ça. C'est parce que la différence entre les hommes et les femmes, là, elle est scientifique, elle est réelle, elle est fondamentale. La différence entre les races, elle n'est pas scientifique, là. Je veux dire, elle n'est pas... C'est quelque chose de culturel, d'anthropologique, qui existe. Donc, on s'attache vraiment à une vision québécoise. Bon, on va voir, parce qu'à Montréal, Mme Plante, elle adhère totalement à la vision du multiculturalisme canadien. Elle a nommé quelqu'un, en fait, dans cet esprit-là, très controversé. Donc, moi, on jugera au résultat. Jusqu'à quel point la commissaire au racisme systémique à Montréal va livrer la marchandise par rapport à M. Charette, j'ai hâte de voir. Oui, Émilie, Nicolas, est-ce que, une fois que vous avez dit ça, avec le parallèle, on ne peut pas imaginer un homme responsable d'un ministère sur la condition féminine. Une fois que vous avez dit ça, est-ce que vous pensez que qu'il peut, par ses qualités, par ailleurs, faire avancer les dossiers de façon concrète au Québec? Bien, c'est ces qualités qu'il faut regarder. Mais c'est aussi le contexte, c'est-à-dire que si c'est pas lui, puis que, par exemple, au début on parlait de Lionel Carman ou de Nadine Giraud, c'est deux personnes, en fait. Puis dans un monde où le caucus de la CAQ n'est pas très diversifié, ce que ça veut dire, c'est qu'on forcerait finalement ces deux personnes-là à prendre ce dossier-là, alors qu'ils ont peut-être d'autres intérêts, puis c'est peut-être pas ça leurs ambitions politiques. Donc, tant et si longtemps qu'il y a finalement une sous-représentation
de la diversité à l'Assemblée nationale. Ça fait que soit les quelques rares élus qui sont racisés sont forcés à prendre ces dossiers-là, Voilà. soit on donne ces dossiers-là aux gens de la majorité. C'est ce problème-là, C'est un je point pense, à intéressant, la ça. base qu'il faudrait s'attaquer. Ouais. Non, mais c'est fort intéressant parce qu'effectivement, M. Legault a plaidé ça tout à l'heure en disant si j'avais donné ça à Nadine Giraud, on m'aurait dit bien, ça y est, vous la cantonnez dans ces sujets-là, alors je veux qu'elle fasse autre chose. Vous dites, Émilie Nicolas, s'il y en avait beaucoup plus des représentants des minorités à l'Assemblée nationale et partout, cette histoire-là ne se poserait pas comme ça. Là. Ouais. Exactement. Donc là, on est dans un piège, finalement, où on essaie de choisir un peu, tu sais, mais s'il n'y avait pas ce déficit-là de représentation, on ne serait même pas en train de se poser la question. OK. Conclusion, Christian, là-dessus? Moi, je suis très content qu'au Québec, quand on fait ces nominations-là, on n'adhère pas à une vision d'une société racialisée. Je trouve que la principale critique à l'égard de monsieur, la principale réserve à l'égard de M. Charette, il est aussi ministre de l'Environnement. Dans compte du fait que la lutte contre le racisme est un dossier important, délicat, est-ce qu'il va avoir le temps, l'énergie pour y consacrer suffisamment d'énergie justement à ce dossier-là? Moi, c'est ça qui m'a touché parce qu'il n'est pas juste responsable de ça. Hein. Oui, je m'en allais là, Martine. C'est l'environnement, là, puis pour la CAQ, ils ont dû prendre les bouchées doubles là-dessus. C'était pas leur sport favori au tout début. Est-ce que c'est pas envoyer un drôle de message, ça, quand même, puis lui demander beaucoup à M. Charette? Bien, à cet égard, je vous dirais que c'est peut-être pour cette raison que son accueil est mitigé. C'est-à-dire que les tenants de l'environnement s'inquiètent à savoir est-ce que M. Charette va avoir encore le temps de s'occuper de notre dossier. Et on l'a vu en éducation. M. Roberge avait beaucoup de difficultés à s'occuper de l'enseignement supérieur. Il y en a qui disaient qu'il s'en occupe le vendredi après-midi. Alors, est-ce que... C'est sûr qu'il va y avoir il va devoir mettre des priorités et placer ses dossiers, mais c'est certain que M. Charette va être pourchassé sur le dossier de l'environnement parce que c'est un dossier qui est cher à beaucoup d'élus ici et je dirais que M. Legault a compris qu'il ne pourrait pas gagner ses élections sans avoir quelque chose à dire sur le front de l'environnement. Bon, tour de table sur Lucie Lecourt, qui devient ministre déléguée à l'économie. On va l'entendre. Le premier ministre, et on revient. L'économie québécoise, c'est beaucoup le tissu serré des PME. Je vais mettre, comme je disais tout à l'heure, tous mes efforts à aider ces entrepreneurs à grandir, à se moderniser, à s'équiper, à exporter lorsque ce sera possible. Et Pierre Fitzgibbon et Marie-Ève Proulx avaient besoin de renforts. Je pense que mon ambition d'éliminer l'écart de richesse du Québec avec le reste du Canada, les États-Unis, ça va prendre des mandats. Lucie va s'occuper des PME, mais ils ne seront pas trop de 3 ministres pour répondre à mes ambitions de création d'emplois au Québec. Bon, Martine, c'est intéressant. Elle n'est pas très connue. Voici que l'équipe économique, on vient renforcer l'équipe. En tout cas, en principe. Ouais, là, il y a beaucoup de choses à dire, pas tellement, je vous dirais, sur Lucie Lecourt, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais sur le dossier de l'économie. C'est sûr qu'on s'en va vers la relance économique et que M. Legault veut du résultat. J'ai déjà dit à cette émission que Pierre Fitzgibbon, c'était vraiment le véritable numéro 2 de ce gouvernement. Et ce que Pierre Fitzgibbon veut, généralement, il l'obtient. Monsieur Fitzgibbon aime... Pas avec la commissaire à l'éthique, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, bien, ça, c'est une autre histoire. Mais il a des gros dossiers économiques à livrer et il y a beaucoup de petits dossiers qui tournent autour, c'est-à-dire les PME, le développement régional. Alors, Marie-Ève Proulx n'est pas une ministre qui performe bien au sein de ce cabinet-là. Alors, M. Legault a décidé d'ajouter Mme Lecourt, qui est une femme de plus. Il était également critiqué sur le fait qu'il avait dégommé deux femmes de son cabinet. Alors, il en fait monter une. Ça donne de l'espoir au caucus, mais aussi, ça permet à Pierre Fitzgibbon d'avoir les coudées un petit peu plus franches là, pour aller chercher des gros deals, je prends l'expression il emmène large. de M. Legault. Il emmène très large. large. Ouais. Christian,
Bien, M. Legault, en fait, ça a toujours été son thème de départ, hein, en fait, le rattrapage économique du Québec par rapport à son environnement. Puis depuis 2 ans, en fait, il est toujours dépassé par d'autres dossiers. Hein. Il y a eu le projet de loi sur la laïcité, il y a eu les blocages autochtones qu'on a oubliés, mais qui ont été très importants. Il y a évidemment la pandémie, le racisme, peut-être la langue française. Donc, il revient encore pour essayer, en fait, de nous communiquer le message. On sent la prochaine campagne électorale qui va commencer parce que c'est un secret de polichinelle que c'est là-dessus, il veut débattre de ça devant les Québécois. Je pense pas qu'il va juste parler de la pandémie entre vous et moi. Donc, il essaie encore de nous réintéresser à ça, mais mon Dieu, qu'il y a des distractions. Oui, Émilie Nicolas. C'est les 2 dossiers, tant au fédéral qu'au provincial, qu'on voit qui touchent le plus les gens. Le premier, c'est la pandémie. Le deuxième, c'est la relance économique. La pandémie, la gestion de la pandémie et François Legault, c'est un peu compliqué. Hein? Ça dépend des secteurs. Puis les opinions sont un peu partagées là-dessus. Même si, avec la faiblesse de l'opposition, ça n'a pas nécessairement un impact direct sur sa popularité. Au niveau de la relance économique, je suis d'accord avec les autres panélistes que c'est plus dans sa zone de confort ou c'est quelque chose dont il aime parler. Maintenant, ça va être vraiment de voir le plan concret. Je pense que peu importe où les gens font campagne en 2021 dans le monde, s'il y a des campagnes à venir, le thème de l'économie va être très fort. On sort d'une crise économique. Puis, au-delà de la question de qui est en rattrapage par rapport à qui d'autre dans le monde, je pense qu'on est juste en rattrapage par rapport à nous-mêmes l'an passé ou il y a 2 ans. Là. Il y a vraiment des reculs importants qui ont été faits, des pertes d'emplois qui ont été faites aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un discours aussi qui va être proche des gens, proche des réalités des personnes qui, en ce moment, on voyait juste encore la semaine passée là, les fils devant les friperies, les gens de la misère en ce moment au Québec, là, je veux dire franchement comme ça. Donc, ce dossier-là, ça prend des ministres qui vont avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de tact, puis qui vont sonner proche des réalités économiques des gens qui ont vraiment souffert de cette crise-là au niveau de la pandémie. Très bien. Petit dernier sujet avant de se quitter, vidéo d'Erin O'Toole. On va écouter pas tout le vidéo, s'il vous plaît, juste quelques secondes, où il montrait le nouveau bureau de M. Trudeau s'il était battu. On écoute. Prime Minister's office, or at least Justin Trudeau's office. If you get behind my campaign and we win, we're going to move Justin Trudeau out of this office into a more appropriate office for Justin Trudeau. We've got something lined up already for him. It just happens to be here in advance. C'est une vidéo de juin dernier où il dit voici son prochain bureau, puis il montre une toilette. Je vous pose la question très franchement, est-ce une autre gaffe, même si c'est en juin dernier, une autre gaffe? Martine? Bien, c'est pas sa meilleure, on peut le dire quand même. C'est Warren Buffett qui disait que ça prend 20 ans pour faire sa réputation puis 5 minutes pour la perdre. Je dirais quand même que c'est un phénomène présentement qui est limité aux médias sociaux. Ça fait pas beaucoup ça fait pas de tache d'huile, je dirais, au Québec, mais ça peut coûter cher, ce genre de blague, là. Il avait vraiment l'air à s'amuser. Oui, c'est une blague, on s'entend. Mais est-ce que ça aide à élever le débat, Christian? Ah, les réseaux sociaux. Donc, le moins qu'on peut dire, c'est que ça ne le grandit pas. Hein? Pour quelqu'un qui va être premier ministre du Canada, c'est un peu gênant. Cela dit, on a la mémoire courte. Jusqu'à quel point ça va laisser des traces permanentes, je ne suis pas sûr, en fait. Non. Émilie? Bien, juste dire, en fait, c'est la 2e fois qu'il y a des vidéos comme ça de Erin O'Toole qui circulent. Puis les 2 fois, c'est sur le même dossier. Celui-là, c'était parce que le Bloc Langevin a changé de nom. C'est maintenant le bureau du premier ministre. Puis il trouve que c'est un effacement de l'histoire de M. Langevin qui, en fait, a joué un rôle dans la création des peuples autochtones. C'est ça le contexte de cette vidéo-là. Il y en a un autre qui est sorti à l'automne dernier parce qu'il défendait le fondateur de l'Université Ryerson, qui est un collègue, finalement, de Langevin. Donc, on dirait que c'est ce dossier-là qui fait en sorte que M. O'Toole devient émotif puis a un ton qui est vraiment, en fait, reprochable, on va le dire sincèrement. Donc, à voir si ça aura des conséquences ou non, mais c'est à cause de ça, finalement, que ces vidéos-là ont été publiées. Merci à vous 3, puis je vous parle plus de hockey, c'est promis. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne soirée. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.